Bonjour et bienvenue dans ce 111e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies .NET. Nous enregistrons cet épisode le 18 avril 2025. Je suis Adrien Clairbois et accompagné de Christophe Peunier et de Denis Voituron. Bonjour messieurs. Salut Adrien. Comment allez-vous? Ça va très bien, Adrien. Très bien, moi aussi. C'est ouais. cool ça. Toi Oui, je vais bien. Je suis accompagné d'un ami aujourd'hui puisque nous allons recevoir Arthur Caron, qui est un développeur que je connais très bien. Arthur, bonjour. Tu es aujourd'hui un Azure Data Engineer Solution Architect chez Euranova, et tu es certifié Microsoft Fabric. Et ça tombe bien puisque tu es venu nous parler de MS Fabrics. Bonjour à tous, c'est bien ça. Je suis venu expliquer un peu plus en quoi consiste Microsoft Fabric et un peu un retour d'expérience après plus d'un an en l'utilisant. Cool. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu pour les plus anciens qui écoutent le podcast. Je ne sais même pas si on était déjà en vidéo à l'époque. J'avais regardé. Non, mais il n'y avait toujours pas les caméras. Ça existait. C'était noir et blanc, Denis. Ouais, c'était noir et blanc. Je ne sais plus au début, c'était que audio, ouais. non? Ouais, et encore, on enregistrait sur cassette. Et on envoyait les cassettes aux gens. En VHS. J'exagère quand même pas. Donc, pour ça dire qu'en mars 2018, si vous voulez aller revoir les anciens épisodes, vous aviez du coup une ancienne version où Azure n'existait peut-être même pas encore. Non, même pas. Une ancienne version de Fabric, c'était présenté par Nicolas Allaire. Mais donc, on va voir ça ici avec les nouveautés. Enfin, des nouveautés, à mon avis, c'est plus qu'une nouveauté. Un nouveau logiciel complet, je suppose. Qu'est-ce qui va être apparu? Même le logo. Et qu'est-ce que tu fais dans cette société, Arthur? Rien. Alors moi, je suis solution architecte. J'ai commencé en tant que data ingénieur pendant quelques années. Et depuis un an maintenant, en fait, je vais dans des sociétés et je design des plateformes de données. Donc, tout ce qui est design de solutions Azure principalement. Ouais. Uniquement avec Fabrics alors? Pas que, aussi sur l'ancienne stack qui est plus Azure Data Factory, Azure Synapse et d'autres choses comme ça. Et je vais expliquer un peu aussi aujourd'hui quelle est la différence entre les deux, qu'est-ce qu'il faut utiliser et pourquoi MS Fabric est de plus en plus utilisé. Ouais. C'est bien qu'en interne, sur des projets sur lesquels on travaille, oui, c'est Fabrics. C'est Fabric, il n'y a pas de S, je pense. Fabric, non. Mais ça en fait plusieurs, il y en a plusieurs. Il y a un S. Oui. Alors, Arthur, pour ton information, quand Denis dit qu'il est en interne, il travaille chez Microsoft, donc c'est pour ça que... Okay. Oui, tout à fait. Il n'ose pas le dire, mais voilà, c'est un Microsoftie. On a cette chance. Nous, on est des pauvres MVP. Oui, voilà. Vous devez tous vous accroupir devant moi à chaque fois que je passe, ok? On est des gueux à côté de lui. Voilà, c'est ça. Bon, ça n'est à toi, Arthur. Ça marche. Amuse-toi bien. Alors, je vais commencer un peu. Allez, je vais détailler un peu différentes choses aujourd'hui. Donc, premièrement, pour essayer de fluidifier un peu la chose, d'abord expliquer ce que c'est une data platform et pourquoi le but de Microsoft Fabric. Puis après, on verra un peu de cas d'usage et d'autres choses. Donc, je vais commencer. Qu'est-ce qu'une data platform? Une data platform, c'est tout bête. C'est quelque chose qui permet à des utilisateurs de comprendre les données qu'elles ont. Donc, on va ingérer des données de différentes sources. Ça peut être des sources de bases de données, ça peut être des fichiers plats, ça peut être plein de choses. Et le but, c'est de donner au business ou à l'IA des données avec lesquelles elles peuvent jouer, comprendre et analyser et faire du reporting dessus. Quand tu dis des données, je suppose que c'est des données de type texte. En général, tu peux envoyer des images, des vidéos, enfin toutes des données de ce type aussi. Toutes les données, justement. Allez, là c'est une exemple de data architecture, de data platform. Je peux avoir des données, ça peut très bien être de l'IoT. Donc si par exemple on est dans le domaine de l'énergie, ça peut très bien être des compteurs intelligents qui envoient leur consommation tout le temps. Donc toutes les 15 minutes, par exemple, elles vont t'envoyer, tiens, j'ai consommé autant d'électricité sur cette période. Donc, ça peut être très bien ça peut être des montres connectées, ça peut être quoi? Ça peut être des CSV avec des données financières, du SAP, tout type de données, des photos, des photos des compteurs aussi, par exemple. Si on regarde dans le secteur de l'énergie, je prends une photo de mon compteur, la relevée du compteur, tiens,
on peut faire directement les relevés des compteurs, justement avec des photos. Plus besoin d'avoir quelqu'un qui passe chez soi. Mais sans fabrique, on peut pas. Si, on peut. J'explique juste une plateforme de données en tant que telle, quoi. Ok. Pour revenir un peu. Aujourd'hui, en fait, avant, chez Azure, on pouvait déjà le faire avec d'autres types de choses, comme Azure Data Lake Storage. On pouvait utiliser du Synapse pour les plus novices, de l'Azure Data Factory, plein de ressources, en fait, qui étaient avant des ressources en tant que telles. Et aujourd'hui, justement, ça fait la transition avec la suite. Pourquoi Microsoft Fabric? Parce qu'en fait, Microsoft Fabric, c'est un produit SaaS où tout est intégré dans un seul produit. On n'a plus besoin d'avoir un produit qui s'appelle Azure Data Factory, un produit qui s'appelle Azure Synapse, un produit qui s'appelle Azure Data Lake, des choses comme ça. On a tout à un seul endroit. Donc, ça permet de plus avoir trop d'outils séparés, qui sont plus ou moins compliqués à gérer et qui permet d'avoir un seul stack à mettre en place et d'avoir aussi beaucoup moins de coûts de maintenance de la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? On a chaque ressource qui est déployée, chaque ressource a besoin de certains types de machines. Et ben, il fallait déployer la machine en tant que telle avec ce nombre de CPU, ce nombre de GPU si besoin, de nombre de stockage, etc. Dans Microsoft Fabric, c'est pas du tout la même chose. On parle de capacité unit. Une capacité unit, c'est une unité qu'on peut utiliser et qui va aussi bien influencer des rapports. Donc, si par exemple sur un Power BI dashboard, je clique sur un rapport, j'utilise des capacités unit. Si je lance un pipeline qui trigger des activités, ça utilise aussi des capacités unit. Mais tout est uniformisé. Et on va avoir deux types de capacités unit. Des capacités unit qui sont dites interactives, qui vont être ton côté dashboard. Donc, je clique dessus, j'ai une interaction directe et j'ai un visuel. Et je vais avoir des choses qui sont un peu plus en background, qui sont tous les process qui tournent. Tu veux dire qu'auparavant, on devait gérer nous-mêmes beaucoup de choses. Maintenant, c'est une boîte et en gros, j'ai des données, je lui rentre et elle me sort des données et je consomme des data units. Point. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment plus sur le type de machine que je dois utiliser. C'est moi qui devais configurer. C'est moi qui devais dire j'ai besoin d'un ordinateur avec, allez, je prends une VM. J'ai besoin d'une VM qui a un stockage de 512 Go. C'était à moi de le configurer, moi de le mettre en place, moi de le déployer. Moi, j'avais bien compris ça. D'accord, ouais, ok. Donc ici, maintenant, c'est du clé sur porte. Tu arrives et tu l'utilises. Par contre, tu parles de unité de coût. Ça représente quoi au niveau au niveau coût financier? Ça donne quoi une unité? Est-ce qu'il y a une matrice ou? Yes. On a une matrice de coûts et en fait, on va parler en tant que capacité unique et de fabrique capacité. Donc, qu'est-ce qu'une fabrique capacité? Un petit peu ton écran pour que ce soit plus clair. Denis, à son grand âge, il a besoin qu'on ça aurait été dommage que tu n'en parles pas, Denis. Donc, en fait, ici, on a différentes SKU et nous, ce qu'on appelle une fabrique capacité. Donc, dans une fabrique capacité, j'ai différentes choses qui sont toujours avec exposant x2, donc x2 à chaque fois, et mon nombre de capacités units, il suit la même chose. Et en termes de capacité, le type de capacité que tu vas avoir va jouer aussi sur le nombre de capacités units que tu as, de puissance que tu auras dans tes machines qui sont déployées derrière par Microsoft et de la capacité que tu vas avoir pour lancer tes process et utiliser au fur et à mesure, quoi. Et donc, on fait quelque chose en termes de capacité fabrique et après, tu as un pricing qui est, au lieu de jouer sur des choses qui sont… quand même. Ouais, c'est pas donné, hein. Mais au lieu de jouer sur le côté j'ai un process qui tourne, je sais à la fin du mois, tous mes process ont tourné, je suis un peu dans le flou sur mes coûts, là, c'est défini à l'avance. C'est que je sais que si j'ai une F2, je vais payer par mois 262 € si c'est en pay-as-you-go ou 156 € si je réserve ma capacité. Donc, les coûts sont plus ou moins fixes et je n'aurai pas ou très peu de coûts, comme aujourd'hui, qui est le cas, cachés ou induits par des process ou autre chose comme ça. Mais donc, ça comprend tout ce qui est enregistrement de données, stockage de données. Donc, par exemple, une base de type SQL Server ou MongoDB, etc. Toutes ces informations-là sont dedans aussi. Oui, mais au niveau stockage de données, au niveau du OneLake, qui est différent, j'expliquerai juste après ce que c'est un OneLake. Ouais.
ça prend pas en coup le stockage en tant que tel. Là, c'est vraiment plus sur le processing. Donc ici, c'est que le processing. Tu n'as pas le stockage, parce que du coup, j'allais te demander quelle quantité de données on peut stocker. Non. C'est c'est encore en plus. Oui. Donc, c'est effectivement pas donné. Non. Ah, mais il faut bien te payer. Oui, aussi, oui. Mais il y a intérêt à avoir pas mal d'avantages derrière. Je suppose que tu vas il faut aussi penser que, en fait, ça permet aussi d'avoir beaucoup de coûts d'infra en moins, parce qu'on n'a pas tout ce qui est déploiement. On doit déployer en fait juste notre capacité, notre fabrique capacité, et après on a beaucoup moins de coûts en termes de design de solutions. On a aussi moins de coûts en tant qu'infrastructure en tant que telle à déployer et maintenance des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte cher aussi? C'est maintenir ces clusters, c'est maintenir ces machines et des choses comme ça. Donc, il ne faut pas penser en termes de combien ça me coûte beaucoup plus cher, oui, mais où est-ce que j'économise aussi de l'argent? Et c'est là-dessus aussi. Faut voir les services derrière qui sont proposés. Je suppose que tu vas expliquer ça. C'est-à-dire, si on n'a besoin que de stockage de données ou je ne sais pas moi, de générer un rapport, c'est peut-être pas intéressant d'utiliser à ce moment-là Fabric pour ça. C'est ça. Ouais. Donc, si je reviens un peu sur mes slides, on a en fait 7 piliers dans Microsoft Fabric. Et Microsoft Fabric est plus utilisé comme une plateforme en tant que telle, où en fait, on a comme objectif de simplifier la vie des équipes data, en réduisant les coûts d'infrastructure et d'améliorer la collaboration. Parce que là, je vais avoir tous mes data scientists, mes data ingénieurs, mon business, qui peuvent avoir accès à la même plateforme de données. Donc, tout le monde va utiliser la même plateforme de données et tout le monde sera au même endroit. Donc, ça va permettre aussi une meilleure collaboration entre les équipes et pas dire j'ai mon premier process qui est dans ce type d'outil, puis dans celui-là, puis j'ai une autre équipe qui utilise un autre outil. Non, là, le but en fait de Microsoft derrière, c'était vraiment d'avoir tout le monde au même endroit ou de centraliser. Et donc, aussi, si je comprends, les services qu'on voit là, que ce soit Database, Analytics, etc., ou Power BI, ce sont des services qu'on pourrait prendre de manière individuelle dans Azure. Ici, c'est vraiment un système. Fabric va regrouper tous ces services en un seul endroit et en un seul coût. Oui. Et en plateforme SaaS. Donc, vraiment, tout est produit. Et en fait, toi, tu as besoin juste de cliquer à un endroit, de déployer un notebook. Tu n'as pas besoin de dire j'ai besoin d'un cluster qui est tel. Il est déjà déployé. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir plus que ça, entre guillemets, à ce qui est derrière. Là, ça va être plus le travail de vraiment du data architect, voire du solution architect, qui va lui penser, tiens, avec mes loads, j'ai autant de capacité units, j'ai un dashboard de monitoring qui me dit, je suis proche de la limite, pourquoi? Et essayer d'analyser un peu plus comment améliorer les process et des choses comme ça, quoi. Mais les développeurs en tant que tels, les business en tant que tels, eux, voient pas ça. Et ça permet aussi, du coup, de fluidifier aussi le travail collaboratif. Okay. Et c'est aussi adapté au monde moderne, parce que c'est cloud first, donc tout est en ligne, tout est disponible via. Anciennement, en fait, c'était la stack Power BI. Maintenant, c'est Fabric et c'est les workspaces qui étaient utilisés par Power BI qui ont été retransformés et remis un peu au goût du jour. Et aussi, quelque chose qui est totalement au goût du jour, c'est AI, c'est au centre AI. Donc, ça veut dire que j'ai Copilot qui est directement dans Fabric, qui peut m'aider sur pas mal de choses, sur le déploiement quand je suis dans mes notebooks. Si j'ai besoin de faire un type de code, j'ai Fabric, j'ai Copilot qui est déjà là, qui peut m'aider aussi à faire des choses, quoi. C'est bien Copilot? Le Copilot dans Fabric, il est très bien. Ok. Franchement, il est bien utilisé et bon, il faut être... Oui, je l'utilise quand même assez souvent. Et il faut vraiment l'orienter sur la chose que tu as envie de faire. Si tu l'utilises en termes très généralistes, non, il n'est pas bien. Oui, je comprends. Il est orienté. Mais voilà, mais il connaît quand même pas mal ses outils. Non, mais c'est chiant en fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait plus faire ça. En fait. Non. Non. Et on a un copilote. Si je parle juste de copilote, Adrien va me parler de copilote GitHub. Toi, tu vas me parler de copilote dans Microsoft. Moi, je vais te parler de copilote Fabric et on va être tous perdus, quoi. On voit des copilotes partout. C'est ça. C'est pénible. Et pour revenir aux 7 piliers, donc les 7 piliers, il y a le premier pilier, je pense que tu peux faire remonter le slide, peut-être, Adrien. On va revenir. On a tout ce qui est data engineering qui est en fait. Tu peux te remettre en slideshow, si tu veux bien. Ouais, pardon. Merci, t'inquiète.
Est-ce que c'est bon là? Yes. On a la partie data engineering, donc, qui est vraiment pour les ingénieurs qui font des gros traitements de données avec des notebooks, Spark, des pipelines et autres choses comme ça. On a la partie qui est plus dans Data Factory à gauche. On a la partie aussi Data Science qui permet d'entraîner des modèles. On a un autre pilier qui est Data Factory qui est là en fait plus pour automatiser des flux de données. Donc le Data Factory, ça va vraiment plus être l'orchestrateur en termes purs. On a une partie Data Warehouse qui est avec entrepôt de données, une Real-Time Analytics, Power BI pour tout ce qui est report, et un OneLake qui est vraiment là le cœur de Fabric et qui est vraiment la nouveauté qu'il y a dans Fabric. Qu'est-ce qu'un OneLake? C'est un data lake, mais uniformisé entre toutes tes couches. Aujourd'hui, on entend beaucoup le fait de data lake. C'est quoi un data lake? Ouais, pardon. Un data lake, c'est un storage de données. Donc, c'est un endroit où on va stocker nos données. Donc, c'est là où tu vas avoir toutes tes données stockées pour ton entreprise dans différents types de formats. Je vais avoir ça qui est centralisé à un seul endroit. Aujourd'hui, ce qui se passait anciennement, c'est qu'on va avoir des copies de données qui vont transiter dans toute l'entreprise. Donc, je vais avoir la même donnée qui va être copiée à travers des endroits dans un data lake, ou la même donnée qui est chez toi, Christophe, dans ton ordinateur, qui est en même temps sur le cloud, qui est en même temps chez Adrien, et vous faites des modifications, chacun, ça ne va pas apparaître. Mais pourtant, j'utilise la même donnée. Ou alors, je vais dans une équipe finance et je vais dans une équipe business, et ils ont 2 fois la donnée qui vient de 2 endroits différents, mais qui est en fait la même donnée. Et le OneLake, en fait, qu'est-ce qui permet d'avoir la seule donnée? Et la seule chose que je fais, c'est que je vais faire un shortcut de cette donnée. Donc, vraiment faire un lien, en fait, entre la donnée de base et mon utilisateur final, où lui, en fait, il ne va pas copier la donnée, mais il va avoir un lien vers cette donnée. Donc, je vais pouvoir aussi donner, par exemple, à mon côté, à mes différents business. Donc, si je prends business finance, si je prends la partie engineering, si je prends mes data ingénieurs, je vais pouvoir, en fonction de la donnée, choisir à qui je partage cette donnée-là et la partager aussi en termes de sécurité au niveau GDPR, aussi contrôler tout ça, qui est beaucoup plus difficile si je n'ai pas ce contrôle en termes de shortcuts et contrôle de données, quoi. Donc, si j'essaie de comparer ou de reprendre avec du classique, on va dire, si nous, on a actuellement des bases de données de type SQL Server, je parlais de MongoDB, des fichiers texte, des images, des vidéos, etc., tout ça actuellement enregistré dans des endroits différents, le OneLake va permettre de centraliser tout ça. Tu vas garder les mêmes services derrière, c'est-à-dire tu vas pouvoir continuer à utiliser du requêtage SQL ou du requêtage fichier si tu veux, ou bien tu es obligé de passer par un protocole propre à... Non, justement, je vais montrer un peu après un notebook. En fait, on va créer soit ce qu'on appelle des lakehouse qui sont en fait ou alors des data warehouse qui sont des entrepôts de données où là, en fait, je vais faire des shortcuts entre ma donnée A vers un endroit. Là, je peux requêter ma donnée, quel que soit le type de requête que je veux faire. Si je veux faire une requête SQL, que je veux faire une requête Python, que je veux faire une requête .NET, comme vous adorez, que je veux faire autre chose, je peux le faire sur la donnée. Je n'ai pas besoin de connaître un type de langage. C'est lui qui va permettre ça, en fait. Ah ouais. Et donc, il a plusieurs types de connecteurs, alors? Ouais. Pardon. Et toi, en fait, avec ton notebook, tu peux très bien écrire en Python, tu peux très bien écrire en Spark, tu peux très bien en SQL, tu peux très bien en .NET. Il y a plein de choix possibles, quoi. Et c'est vraiment, vraiment pas mal sur ce côté-là. Et ce qui est bien, en fait, c'est que tout est stocké ici et on va avoir quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est un nouveau type de format qui s'appelle le Delta Parquet. Mais d'abord, je vais revenir sur le parquet. Qu'est-ce qu'un parquet? C'est un CSV, mais optimisé sur le stockage. Et qui est aussi encrypt. Donc, si j'ouvre mon parquet, je n'aurai pas la donnée directement. Il va falloir la décrypter pour pouvoir l'utiliser, comparé à un CSV ou à un fichier Excel. Mais où est-ce que je gagne? C'est vraiment sur le coût de stockage. Et qu'est-ce que vient me rajouter le delta au-dessus de ça? Le delta me permet de rajouter du logging sur mes fichiers. Donc, savoir entre le jour 1 et le jour 2, qu'est-ce qui a été inséré, qu'est-ce qui a été delete, qu'est-ce qui a été updaté. Donc, ça te permet d'avoir une mise à jour de tes parquets type base de données, mais sur du fichier.
Et une historique, tu sais ce qui a changé, mais tu peux revenir en arrière aussi? Tu peux revenir en arrière aussi. Ah oui, sympa. En fait, pour les particuliers, on appelle ça OneDrive, mais en fait, là, c'est pour les pros avec des datas. Mais non, avec un partage entre les familles. Voilà. Mais les données sont à un seul endroit. D'ailleurs, le mot One est commun, c'est extraordinaire. Et dans OneDrive, tu as aussi un historique de chaque fichier. C'est terrible. Et là, on vient vraiment sur des types de données ou du volume de données qui peut arriver très vite à du giga, voire du téra. Donc, c'est pour ça aussi que c'est super intéressant, c'est que ça permet en fait d'utiliser d'avoir une base de données, mais sans avoir le contre-coup de savoir tout le temps sizer ta base de données ou des choses comme ça. C'est des fichiers, donc ça vient s'accumuler et toi, tu peux requêter assez facilement, quoi. Donc, c'est venez comme vous êtes, requêtez comme vous voulez. Ouais, non, c'est mal de dire ça, mais en gros, ouais, l'idée, elle est là, quoi. C'est ça. En fait, il y a une abstraction complète de l'interrogation et il gère tout. Et dans peu de temps, on n'aura même plus besoin de requêter pour nous parce que Copilot, il va grossir. Tu peux lui demander, il va te le faire tout seul. C'est la partie MCP des nouveaux protocoles Copilot. En fait, c'est exactement ça, voilà. C'est dans 2 ans, je serai plus là, en fait. Là, j'explique. Ouais, il va falloir configurer tout ça. Hein. Non, Copilot, do it. C'est ça. Et du coup, on va avancer un peu plus dans les cas d'usage et avantages. Voilà, là, j'expliquais un peu plus en quoi Fabric est utile. C'est vraiment sur la partie moins d'outils à gérer, qui est franchement sur pas mal de stacks et pas mal de clients que j'ai eu avant, qui est vraiment un pain point, qui était un pain point sur pas mal de solutions. Parce que, OK, on a beaucoup d'outils, mais ça veut dire beaucoup de maintenance. Les outils ne fonctionnent pas de la même façon. Elles n'ont pas les mêmes paramètres. Et du coup, il faut s'y connaître quand même sur beaucoup d'outils. Donc, c'est sur ça que pour moi, Fabric est vraiment un point qui est vraiment intéressant. C'est quand on a une équipe data ou qui a besoin de pas mal d'outils, ça permet d'avoir tout au même endroit et tout est connecté entre elles. Ouais. Et aussi le fait de collaboratif, que j'ai expliqué juste avant, qui est vraiment intéressant. Je voulais juste revenir sur le côté Microsoft Purview, qui est aussi intéressant parce que ça permet de rajouter aussi tout ce qui est gouvernance, data lineage, et savoir le flow de ma donnée. Ça veut dire que je suis business, j'utilise un dashboard Power BI, je sais d'où vient ma donnée, je sais quel applicatif source a été utilisé, quel type de transformation elle a suivi, et est-ce que je peux la truster ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'industries où on n'a pas ce data lineage, et on ne sait pas d'où vient la donnée, mais on doit quand même l'utiliser. Donc parfois, ça peut ramener un peu des conflits, et où la data gouvernance, pour moi aussi, est un plus, et qu'il faut vraiment utiliser de plus en plus, et ce n'est pas encore assez démocratisé pour moi. C'est vraiment comprendre d'où vient ta donnée, comprendre comment elle est utilisée, et comprendre comment le business peut l'utiliser. Et je pense que ce côté Microsoft Purview et data gouvernance est vraiment importante et sous-estimée aujourd'hui, quoi. Ok. Voilà, donc, et sécurité, gouvernance, monitoring intégré, voilà. Il y a quelqu'un qui fait Bing de temps en temps. Je sais pas ce que c'est. C'est pas moi. C'est peut-être moi. Peut-être. Un téléphone qui sonne. Non, désolé, c'est le reçoit de mail. Je reçois beaucoup de mails. Si tu es sous Windows, que j'espère, tu peux mettre ton Windows en mode, comment on appelle ça, ne pas déranger, là, à côté de moi. Je vais pas te montrer ma barre parce que tu verras que je suis pas sur Windows. T'as pas l'option alors? Si. Si, il y a le mode avion. Mais pas le mode avion, mais voilà. Je travaille. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il n'est pas sous Windows. On va devoir. C'était un bon épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre Tipeee, tout ça. On va lui envoyer un lien PowerPoint aussi parce que j'ai remarqué que ses outils c'était pas top non plus, quoi. Ouais. Un détail. Voilà. Et en exemple par secteur, ça permet aussi de faire des analyses de vente, prédire de stock. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu montes du concret. En fait, je suis un peu dommage, mais j'aime bien la théorie, c'est formidable. Mais j'aime bien un truc, genre. Je suis dans Fabric, ici. Donc, c'est vraiment, tout est au même endroit. Et j'ai ce qu'on appelle des workspaces. C'est joli. Donc, je peux créer des nouveaux types de workspaces. C'est très fluent. Et un workspace, c'est vraiment par activité ou tu dois créer un workspace, on va dire, pour l'entreprise? Non, tu crées plusieurs workspaces dans une seule entreprise. Je peux créer plusieurs workspaces dans une seule entreprise et je peux donner le nom que je veux.
Et après, moi, je peux partager les workspaces en fonction des personnes avec qui je veux partager. Ça veut C'est dire ça, que ouais. là, je vais créer un workspace, je sais pas, finance. Moi, je le play. Oh, désolé. Denis ne paye pas pour ton salaire. Ouais, c'est Ouais, terrible. je vois ça, il utilise C'est la version terrible. gratuite. Ouais. Est-ce qu'il a des avantages, ce garçon? C'est quand même terrible. Non. Denis, regarde, mais ça, c'est du Fluent, quoi. Ça, je vois pas bien le. C'est ça, je suis sûr que Denis y a pensé, en plus. Du Fluent UI, tout ça. Ouais. J'en suis persuadé que tu y as pensé. Il dit, tiens, les boutons, mais ça, c'est que la V5, il s'est dit dans sa tête. Je lis dans sa tête aussi. Ça. Et donc, c'est là, je crée mon workspace. Donc, j'ai un nombre de workspaces différents. Et en fonction des sociétés, je peux en avoir plein. Donc, si je vais dans mon workspace, ici, je peux créer en fait mes types d'items que j'ai expliqué juste avant, que ce soit des pipelines, que ce soit des types de DB, que ce soit des notebooks, que ce soit Oui, du c'est là que tu mets les différentes sources, les connecteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est là que tu vas pouvoir les mettre. Et ouais, vas-y. Non, et je dis, il y a quand même un petit travail quand même technique, quoi. Je veux dire, t'es pas encore à la retraite, quoi. Non, pas encore. Peut-être d'ici 5 ans, je serai à la Mais retraite. effectivement, pour les utilisateurs, après ça, ils s'en foutent complètement. C'est ça. Et en fait, nous, on va mettre, par exemple, c'est là que j'expliquais que c'est intéressant le type de workspace, c'est que par exemple, je vais avoir tous mes notebooks où je fais mes transformations. Et il y a un système, là tu paramètres au clic, à la souris, il y a un système de type YAML pour, je sais pas moi. C'est en train d'arriver. Ça vient d'être en fait déployé lors de la dernière FabConf qui était il y a 2 semaines à Las Vegas. Et depuis peu, on a le Terraform qui est disponible. Ok. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, qui rendait la chose un peu plus difficile parce que c'était que du clic-bouton. Et ouais. C'est étonnant que c'est l'inverse, tu vois, je trouve. Il y a Terraform et Biceps ou pas? Ça, je sais pas, parce qu'on utilise beaucoup Terraform. Je sais que c'est pas Microsoft, mais la plupart du temps, on n'utilise que du Terraform dans ce monde-là. D'accord. Parce que ça peut être pratique, en fait. Bah, pratique, oui, maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt? Parce qu'en général, tu configures ça pour une entreprise. Je veux dire, c'est un travail qui est fait, entre guillemets, one shot. Quel est l'intérêt de répercuter ça ou de Alors, répliquer ça? l'intérêt de répercuter ça, c'est que dans le monde du data, on a différents environnements. Donc, je vais avoir un environnement de développement, un environnement de test, un environnement DAC et un environnement. Ah, tu dois créer à ce moment-là plusieurs workspaces. Tu peux pas dire un seul workspace aura plus ses environnements de test, etc. Ça arrive, Tu vas devoir en c'est créer dans plusieurs. la roadmap. C'est en train d'arriver. Donc, Okay. mais jusqu'à il y a un mois, c'était pas le cas. Ouais. Mais depuis peu, on peut dire en fait des variables d'environnement ou des environnements sharing. Et là, tu pourras le faire en disant ça, c'est ton dev, ça, c'est que ton axe, ça, c'est ton test et ça, c'est ta prod. Ouais, j'imagine même tu vas peut-être en chier pour créer ça, mais après, bah, c'est tout, quoi. C'est facile, quoi. Ça va être bien. Ça va être même très, très pratique. Après, il faut penser aussi à séparer la prod de la dev. On ne sait jamais. Les performances, il ne faut pas qu'il y ait une surcharge en dev et que ça vienne impacter la prod non plus. Et c'est là que c'est super intéressant d'être au niveau capacité unit parce que ta capacité, tu peux l'attacher au workspace que tu veux. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai un workspace business, je peux créer juste une capacité fabrique F2, F4, F8, enfin ce que je veux, et je la donne que pour le business. Ce qui est intéressant, c'est du coup les impacts de cliquer sur les dashboards, d'utiliser des capacités unit, d'utiliser ça ne va pas impacter tes process qui peuvent tourner en même temps. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment bien sur ce côté-là. Ça veut dire que sur ma partie process, bah, je décorrèle tout. Ou alors, pour d'autres entreprises, ils se disent tous mes process tournent la nuit, je ne veux pas payer 2 capacités full-time, et je garde la même capacité. Et si j'ai plus de capacité unit disponible pour mon business, tant pis. Donc, tu peux avoir des stratégies totalement différentes sur les capacités utilisées ou pas, quoi. Et comme derrière, tu vas te retrouver avec des ressources, style ressources, je parlais encore DB, SQL Server et des choses comme ça, tout ce qui est sécurité ou droit d'accès, parce que tu dis ici, on peut définir à qui on va partager un workspace, qui va pouvoir y accéder. Ça va être combiné, ça va être mixé aussi avec les sécurités en plus qui sont derrière. Si j'ai un workspace, si je vais dans mon workspace, alors attends, est-ce que j'en ai un autre qui est créé? Si j'ai un workspace, ici en fait, dans, je
Je peux aussi bien l'intégrer aussi avec Git. J'ai mon OneLake, j'ai mon Workspace Identity. Et là, je vais créer des Workspace Identity et je vais permettre d'ajouter aussi, en fonction de la licence, déjà, ma licence, je peux la configurer sur du Fabric, pardon. Et donc, ici, j'aurai une capacité où je peux la configurer avec du Fabric. Et derrière, j'ai mes connexions, j'ai mon type de stockage, combien j'utilise, etc., qui est lié au Workspace. Mais j'ai aussi mon Workspace Identity. Et là, je peux ajouter ou enlever des membres. Et donc, je peux aussi lier tout ce qu'on appelle tout ce qui est groupe d'accès que tu fais dans Microsoft, donc dans Azure. Tu peux très bien aussi ajouter ton groupe à ce Workspace et lui donner des droits. Mais ils vont être combinés aux droits de la ressource que tu accèdes aussi. Tu pourrais très bien donner ici des droits en disant, par exemple, toi, tu as accès au Workspace, mais malgré tout, tu n'y as pas accès indirectement parce que derrière, la DB ne te permet pas, quoi. Alors, c'est là où c'est un peu plus tendu. Si on te donne accès au Workspace, on te donne accès en tant que... Ça dépend le type d'accès qu'on te donne. Si on te donne Viewer, tu auras juste accès de lister et de voir les dashboards. Mais si tu vois et de pas exécuter, si on te donne un droit au-dessus, là, tu pourras aussi exécuter les pipelines, exécuter les notebooks, etc. Donc là, tu auras ces droits-là. Mais tout dépend encore de la matrice de rôle que tu vas aller mettre chez ton client, chez ton business, etc. Mais oui, dans ce cas-là, c'est ça. Okay. J'ai une question sur les rôles, elle est peut-être très con, mais j'ai envie de la poser quand même. Okay. L'utilisateur derrière, au final, on peut imaginer, tu déploies ça dans une entreprise, je sais pas moi, il y a le directeur qui a besoin d'informations. Est-ce que lui ferait partie des utilisateurs ou alors non, derrière c'est des devs, c'est des techniciens. Il n'y a aucun utilisateur final. Est-ce qu'il y a un utilisateur final qui peut être mon père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On lui a formé 2-3 trucs. Voilà, tu peux cliquer là et tu vas avoir des résultats. Ou alors il sait faire aller que Excel, par exemple. Non. Le but c'est vraiment de pousser aussi le self-service. C'est que tu vas avoir par exemple toutes tes données qui vont être déplacées dans ton workspace. Et toi, derrière, tu peux faire des rapports directement avec ce qu'on te met à disposition. Donc, si c'est ton père, ton grand-père ou quelqu'un, on s'en fiche, qui fait partie de l'entreprise, parce qu'au au niveau sécurité, c'est ce qui a été défini par l'entreprise, parce que ça, il ne faut pas oublier que c'est super important. Et oui, la personne pourra utiliser les données auxquelles on a fait des shortcuts dessus. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Donc, toi, Donc, toi, tu fais un shortcut sur les données que tu veux donner à la finance, donc que des données SAP, par exemple. Et lui, il verra que les données SAP. Il verra pas les données d'un autre workspace. C'est toi qui a donné l'autorisation de lui donner accès à ces données. Il peut les utiliser. D'accord. Et d'où l'importance de la gouvernance. D'où viennent ces données? Comment elles ont été introduites? Quand est-ce qu'elles sont refresh? Parce que si j'ai une donnée A et une donnée B qui ne sont pas refresh au même moment, et là, tu peux être embêté. Ah tiens, je fais des calculs. Ouais, j'ai pas les mêmes choses. Pourquoi, etc. Ah oui, c'est pas du temps réel. J'ai celle-là qui arrive à 8 heures, celle-là qui est à 10 heures. J'ai pas la transaction qui est arrivée. Voilà, j'ai encore une question très con peut-être. C'est pour ça que je suis invité. Et en fait, je me posais des questions par rapport au coût des machines, parce qu'en fait, tu peux lancer des calculs qui sont monstrueux, qui demandent un temps de calcul important et un temps de calcul dans un certain délai. Bon, ça, je peux pas te le dire en 5 minutes. Bon, peu importe. Est-ce qu'on peut faire des systèmes? Est-ce que tu peux programmer? Tiens, cette nuit-là, je vais balancer ça en Suède parce que là-bas c'est moins cher. Et je te lance un calcul et tous les matins à 8 heures, j'ai de la data qui tombe. Tu peux très bien définir ta capacité fabrique dans un autre pays et lier ton workspace à cette capacité qui sera en Suède et après rapatrier ta donnée. Tu peux très bien faire ça, oui. Et la programmer? La programmer, oui, tu peux très bien la programmer, mais tu vas pas. Mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller setup ce workspace en Suède. Donc tout ce qui va être lié à ça sera en Suède. Et tu peux très bien programmer disant mon trigger tourne à 8 heures du matin à cette heure-là. D'accord. Il y a des triggers. Okay. Ouais. Et ça, c'est en fait la partie Data Factory qui va te l'induire. Donc l'un des piliers qui est l'orchestrateur pour tout ça, quoi. Mm-hmm. Parce qu'ils ont vraiment fait un type d'orchestration, quoi. Et tu veux être en Suède, en Europe, tu veux être en Irlande ou autre, ça c'est totalement pour toi. Par exemple, nous, on fait en North Europe. Donc, North Europe, c'est Irlande. Pourquoi? Parce qu'au niveau coût, c'est moins cher. Et au niveau high availability, c'est le cas. En Europe, c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que si ma capacité tombe down, nous, on a pris le choix de tout mettre en North Europe parce qu'il y aura des backups directement.
Et donc, faut vraiment regarder, en fait, quand tu déploies une capacité, dans quelle région chez Azure tu vas le faire. Parce qu'en fonction de la région, tu n'as pas les mêmes capacités, tu n'as pas les mêmes types de capacités, tu n'as pas les mêmes types de produits, tu n'as pas les mêmes types de licences et tu n'as pas les mêmes types de SLA et de coûts. Non, ça. Et c'est quoi? Ça va arriver ou ça dépend des choix de chez Microsoft, ça. C'est vraiment leur choix. Et à mon avis aussi, au niveau des coûts des data centers, à mon avis, derrière, il y a pas mal de politiques auxquelles on n'a pas accès, nous, quoi. Bah, mettre en place, ça a été, à mon avis, immense. Vu le nombre déjà maintenant de data centers et les mises à jour, que ce soit des couches logicielles de ce type-là, des compatibilités avec tout ce qui existe, j'imagine même pas le monstre que ça doit être, quoi. Et pour exemple, nous, notre data architecte sur mon projet a choisi d'utiliser aussi North Europe. Pourquoi? Parce que si on utilisait la plus proche de chez nous pour Fabric, c'était tout ce qui était Netherlands. Et au niveau Netherlands, avec leurs politiques qui sont sur l'énergie solaire, etc., il s'est dit qu'avec les voitures électriques qui consomment de plus en plus, etc., est-ce qu'on n'aurait pas un petit shortage de temps en temps? Du coup, il a préféré sécuriser le truc en mettant North Europe. Ouais. Mais ça, c'est des choix. L'énergie solaire, c'est vachement mieux. Ah ouais, mais moi, c'est choix à lui. Je dis juste, voilà, il y a aussi des choix comme ça qui sont utilisés par certaines personnes et qui. Il y a aussi tous les choix de disposition du data center en fonction de la législation européenne. Le fait, est-ce qu'on sort de l'Europe, est-ce qu'on sort du pays? Si on est en France, est-ce qu'on veut que les données sortent de France ou pas? Sortent d'Europe, évidemment aussi. Donc, il y a toutes ces questions-là, quoi. Où sont mes données? Ce sont des données gouvernementales, par exemple, ou même de grosses sociétés. Parce que, par exemple, il faut avoir des données légales qui sont restées en Belgique, parce que pour des besoins légaux, et je peux avoir des données où là, j'ai moins de flicage, enfin, moins de contrôle, entre guillemets, elles sont dans un autre endroit. Ça, c'est totalement possible aussi, quoi. Ouais, tout à fait. OK. Voilà. Parfait. Et donc, donc voilà, après, si on parle vraiment de la façon comment migrer sur Fabric, et ben là, je vais repartir en slideshow parce que sinon, Adrien, il va... J'étais prêt à te le dire. On a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont de plus en plus utilisés, qui permettent de migrer directement de Power BI à les Synapse, Azure SQL, et qui permettent d'aller sur Fabric, parce qu'en fait, c'est des produits qui ont gardé le même nom. Si je prends un exemple, Azure Data Factory sur Fabric, ça s'appelle Data Factory. Le produit est très proche, les choses sont très proches, mais ce n'est pas exactement le même produit. Donc, j'ai des fonctionnalités qui existent dans Azure Data Factory qui n'existent plus dans Fabric Data Factory. Et à l'inverse, j'ai des nouvelles fonctionnalités de Fabric Data Factory qui existent et qui n'existent pas dans Azure Data Factory. Et donc, il y a quand même besoin d'avoir une migration. Si on prend là, tu mets Azure SQL, c'est pas simplement j'ai mon SQL serveur ou Azure SQL qui existe et je le connecte directement. Il faut passer quand même par une étape de migration. Par une étape de migration. Il y a toujours cette étape de migration, mais qui est quand même assez... si on vient de Azure en général, qui est quand même assez facile, nous, on voit que la plupart de notre code, on l'a porté assez rapidement de Synapse à Fabric. Et là, on a un processus pour migrer le reste. Mais si ton code est modulaire, était assez bien fait, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre, quoi. En pratique, c'est quoi? Enfin, tu vas peut-être en parler après, je ne sais pas, mais c'est quoi? Tu as un package NuGet que tu insères dans ton projet, et si je parle .NET, hein, et tu fais à ce moment-là des nouvelles connexions? Pas des nouvelles commandes? C'est plus ou moins ça, c'est que tu viens, tu as des notebooks. Nous, on parle plus en notebook dans tout ce qui est data. J'ai un notebook, je viens importer mon notebook à cet endroit-là, donc dans Fabric, et après, je viens gérer les connexions. Donc, je viens ajouter des connexions. Si je vais... Mais ça, tu parles dans Fabric. Mais si je peux moi mettre du côté du code du développeur, donc de l'application, il y a des changements à devoir faire, d'une autre manière de se connecter, d'accéder aux données? Oui, tu auras une autre faction et ça va être géré en fait dans Fabric avec des types de manage connexion et gateway. Et là, je peux créer des types de connexions en fonction de... En fait, on peut pas prendre une application qui tourne déjà, qui est sur Azure et qui a sa base de données SQL Server. Si on veut qu'une équipe travaille avec Fabric, il faut changer quelque chose dans notre code.
On peut pas lui dire, tiens, tu te connectes avec mon connecteur de base de données, point. Ouais, c'est pas une connection string à changer, quoi. Non. Et aujourd'hui, il y a encore aussi quelque chose qui est un peu plus embêtant. Niveau Azure Key Vault, il n'est pas encore disponible en Fabric. Et du coup, c'est à cet endroit-ci où j'ai toutes mes connexions. Après, je peux les partager en fonction de mon utilisateur. Mais ici, je peux recenser toutes les connexions qui sont liées à mon entreprise et après les partager en fonction aux bonnes personnes. Mais c'est pas dans un Key Vault. Et tu peux pas mettre de connecteur là vers un Key Vault? Pas encore. Ok. Ah ouais. C'est dans la roadmap, ça arrive, mais c'est l'une des limitations aujourd'hui. Et si on est dans un Synapse qui est totalement privatisé ou dans un Fabric et ton Key Vault est privatisé par un VNet, etc., c'est difficile d'y accéder via un notebook. Ouais. Parce que du coup, tu devras avoir dans ton notebook du code qui est lisible par tout le monde avec tes connections, quoi. Et donc, c'est étonnant parce que Fabric existe, je le disais en début de podcast, on avait déjà fait, mais c'est peut-être du coup pas la même version où ça a complètement changé. C'est-à-dire en 2018, il y avait déjà quelque chose, mais est-ce que c'est cette version-là qui a évolué? C'est pas le même produit. Ça, c'est un tout nouveau produit, Microsoft Fabric. Il date de 2023, de novembre 2023. Et c'est un tout nouveau produit. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dedans. C'est pas une évolution qui date d'il y a 5-6 ans, quoi. Ouais. Non, ça fait 1 an que c'est en place. Il y a les premières entreprises, dont nous, laquelle on est chez Adri, qui l'utilisent en production. Mais il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont encore dessus, quoi. Pour l'instant, on est plus sur des proof of concept sur certains projets et ça commence à se développer de plus en plus, quoi. Et ce qui est bon à savoir, c'est que Microsoft supporte beaucoup. Il est vraiment derrière et apporte beaucoup de support ou de réponses aux questions quand il y a des problèmes ou des interrogations là-dessus. Ouais, et ils sont très très réactifs. Si je crée un ticket, généralement dans la journée, si je crée le matin, généralement dans la journée, j'ai une réponse et j'ai même parfois accès à l'équipe produit pour nous aider sur des produits, quoi. Donc ils sont vraiment sur la mise en avant de ce produit parce qu'ils y croient vraiment et sur l'aide des entreprises à essayer à utiliser ce produit. Ouais. Donc nous on a cette chance-là, quoi. Bon, voilà. Il y a des points à savoir aussi. C'est du SaaS, donc on ne gère pas les serveurs. Donc on perd en flexibilité. Ça, on est d'accord aussi là-dessus. Mais pour moi, on gagne beaucoup sur mes anciennes tâches, sur du déploiement, parce qu'aujourd'hui, la plupart des pain points, c'est côté équipe infrastructure dans les entreprises, quoi. Donc le but de Fabric aussi, c'est de réduire ce temps que tu as besoin des équipes infra pour gagner en flexibilité autre part, quoi. Ouais. Et le licensing est différent, quoi. On paye une capacité Fabric, appelée F2, F4, qui donne accès à tous les services. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, c'est vraiment un peu le but de Fabric. Comme je disais, c'est vraiment un produit qui simplifie beaucoup de choses au niveau dev et au niveau connexion et communication avec les autres équipes, parce que ça permet d'avoir tout le monde au même endroit. Mais en même temps, il y a des limites encore actuelles, mais c'est normal sur un produit qui vient d'arriver, quoi. Pour un produit qui vient d'arriver, il est quand même déjà quand même pas mal avancé, quoi. Moi, je trouve que franchement, pour l'utiliser, pour un retour d'expérience sur 1 an et demi qu'on l'utilise, moi, je trouve que franchement, c'est bluffant où est-ce qu'on en est déjà aujourd'hui et que du jour au lendemain, en fait, tu vas avoir quelque chose qui va être passé en general availability et qui va bien marcher quand même. Bon, ok, tu vas avoir des pain points, ça, on est tous d'accord, parce que tu utilises des previews sur certaines choses que tu n'aimerais pas utiliser. Mais sur la plupart des choses, c'est quand même bien avancé et ça arrive quand même à bien concurrencer pas mal de produits sur le marché, quoi. Ok, pas mal. Voilà. Je vais arriver au bout s'il y a d'autres choses à devoir montrer ou d'autres questions aussi de mes amis qui sont là. Pour moi, voilà, si on revient un peu sur quelques limites, c'est une plateforme encore jeune, ce que je viens de dire. Il faut aussi parfois changer ses habitudes de travail. Le fait de ne pas avoir plein d'outils, pour moi, c'est une force. Mais sur certaines équipes, ça peut aussi entraîner changer ses habitudes, quoi. Et après, quelque chose qui est totalement différent sur d'autres types de plateformes, c'est l'apprentissage qui dépend vraiment du profil du candidat et du profil de la personne. C'est que pour venir sur l'outil, il va falloir vraiment aussi segmenter l'arrivée sur le produit.
C'est que je ne vais pas arriver sur le produit de la même façon pour un data ingénieur qui va utiliser que des notebooks que sur quelqu'un du business qui va utiliser du Power BI ou qui va utiliser du self-service, les données. Donc, il va falloir aussi créer pour moi pas mal de chemins d'apprentissage pour la montée en compétence de toutes les équipes. Et Copilot sert à quoi dans ce processus-là? Il sert à ça? Je veux dire, à la phase d'apprentissage, c'est-à-dire tu lui poses des questions, enfin non, tu lui demandes de faire des choses et il te le fait pour toi. Il sert à quoi, Copilot? Il permet, par exemple, quand je suis sur un lakehouse ou quand je suis en train d'interroger une donnée, lui, il va analyser toutes les données qu'il a et il va te proposer des types de requêtes qui pourraient t'intéresser en fonction du workspace dans lequel tu es. Parce que tu peux bien le configurer en disant, ça, c'est le workspace finance, ils ont l'habitude de l'utiliser comme ça. Voilà, comme ça, tu dois répondre, quoi. Ouais. C'est le petit Clippy qu'il y avait avant. On posait des questions et te répondait. C'est ça. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à potentiellement ce qui existe sur le marché d'aussi concurrentiel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe chez d'autres cloud providers, d'autres data brokers, je sais pas. Juste, je viens de repenser à un truc. Au niveau OneLake et Shortcuts, le OneLake permet aussi de faire des shortcuts vers l'Azure Data Lake existant, mais aussi des S3 buckets ou d'autres types de choses. Donc, par exemple, si on est sur AWS et qu'on veut utiliser Fabric et qu'on est en cours de migration, on peut très bien, à ce moment-là, faire un shortcut vers un bucket S3 et commencer sa migration en utilisant les autres outils, Azure, enfin Fabric. Pourquoi tu dis en cours de migration? On ne peut pas avoir un connecteur et continuer à utiliser On peut continuer, mais on peut aussi continuer à utiliser, par exemple, aussi un Azure Data Lake, un S3 Buckets et utiliser des autres fonctionnalités par la suite. C'est aussi totalement possible d'avoir quelque chose qui tourne à AWS pour ton stockage de données ou Azure Data Lake pour ton stockage de données et après utiliser Fabric pour le reste. C'est aussi totalement possible, quoi. Si une équipe en fait veut utiliser juste pour la partie self-service et connecter en fait ce qu'il a déjà utilisable, il peut le faire aussi, quoi. Ça dépend aussi. Une base de données SQL Server qu'on migre sur Microsoft Fabric. Est-ce que je peux la remettre un jour, la récupérer un jour? Imaginons que le produit disparaisse. Qu'est-ce que je fais de mes données? Où elles sont? Est-ce que je peux les exporter à nouveau? Oui, parce qu'elles seront dans ton OneLake. Et le OneLake est exportable? Et le OneLake est exportable. C'est maintenant il y a une application qui s'appelle OneLake Drive qui est encore en preview, donc pas encore totalement utilisée. Preview quand même. Il y a beaucoup de preview. C'est le mot du jour, c'est le mot de Fabric encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de preview, mais tu peux en fait avoir comme ton OneDrive la même type d'application et tes données. Tu peux très bien chercher dans les folders et aller chercher tes données et les télécharger sur ton ordinateur. C'est possible aussi. D'accord. Et pour revenir aussi, avant à ta question, Adrien, mais revenir aussi sur le S3, pourquoi aussi c'est intéressant aujourd'hui encore d'utiliser du Azure Data Lake pour du stockage de ce qu'on appelle Low Zone Landing et Bronze. En fait, en data, je vais revenir un peu sur cette idée, on a des médaillons, ce qu'on appelle la médaillon architecture, c'est qu'on a différentes zones. C'est que j'ai une zone landing, une zone bronze, une zone silver et une zone gold. Qu'est-ce que la landing? C'est là où en fait je vais récupérer ma donnée de certaines sources. Donc vraiment une zone où en fait tes données elles sont telles quelles depuis la source. Par exemple, j'ai un CSV, il est en CSV dans mon landing. Après, j'ai ma zone bronze où j'ai ma donnée brute, mais qui est changée de format, qui est en format parquet pour optimiser le stockage. Puis j'ai ma zone silver qui est en delta et ma zone gold qui sont en delta. Ma zone silver, c'est en termes, si je caricature un peu la chose, c'est en termes entreprise. C'est là où je vais avoir mes règles d'entreprise qui sont données. Et mon gold, c'est là où je vais avoir mes règles business. Ça veut dire que je peux avoir des données financières qui sont en termes entreprise, qui sont là. Donc, je peux avoir toutes mes factures qui sont dans mon silver, qui sont telles quelles, avec des données entreprise. Et dans mon gold, je peux avoir des règles parce que pour la finance, ils ont besoin que des données depuis 1 an. Donc, je peux avoir une règle qui est entre mon silver et mon gold, qui est déjà préparée à l'utilisation en fait pour mes équipes finales.
Et pourquoi c'est bien, mais c'est pas compliqué à configurer, ça? C'est compliqué à configurer, oui. Et à suivre. Et à suivre. C'est pour là aussi que ton lineage et ta data governance, c'est super intéressant pour ça. Ouais. Parce qu'elle te permet de suivre aussi tes règles et de savoir, tiens, pour mon besoin, j'ai besoin en fait de ma règle business ou est-ce que j'ai besoin de ma règle entreprise. Ouais, pour s'y retrouver après, parce que je suppose que tout ça est combiné. Si tu as mis plusieurs règles, arriver après à faire la jonction ou l'intersection de tout, ça va. C'est ça. Ça va être chaud. Ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment là où il y a beaucoup de pain points aujourd'hui et beaucoup de problèmes au business qui ne te comprend pas. C'est parce que la data gov n'est pas encore assez centrale pour moi. Et juste pour revenir sur mon explication, donc j'ai mon landing et mon bronze qui sont mes zones un peu plus légales parce qu'en fait, au niveau de l'égalité aujourd'hui des choses, par exemple, chez mon client, on doit garder ce type de données pendant 5 ans. Sauf que j'ai des coûts de stockage. On a 3 ou 4 zones de stockage qui s'appellent hot, cool, cold et archive. En fonction du type de stockage, va induire un différent type de coût. Ça veut dire que mon coût d'archive en termes de stockage pur va coûter pas cher. Comparé à mon type hot qui est en fait toujours accessible. Mais si tu as besoin de cette donnée, en termes de ce qu'on appelle retrievable policy. Donc, quand je vais requêter cette donnée qui est en archive, ça va me coûter cher. Et ça, tu ne dois rien faire une fois que c'est configuré. C'est lors de l'appel. C'est à toi de dire, tu vois, par exemple, moi, je sais que ces données-là, elles sont utilisées sur 1 an. Après 1 an, on les requête très peu. Je les mets dans un autre type de stockage. Oui, c'est ça. Mais tu dois le mettre manuellement ou c'est automatique? Non, c'est à toi de le définir. Parce que oui, le définir. Mais je veux dire, est-ce que tu dois appuyer à un moment donné sur un bouton en disant ça, je le fais, c'est fait maintenant? C'est pas automatiquement, c'est pas d'office parce que la règle s'applique que les données vont être transférées. Tu vas mettre une règle, mais il faut définir la règle et il faut la mettre en place. Et dès que la règle est mise en place, sur ces types de données, elle va être en place. Donc ça veut dire que si demain, ça fait plus d'1 an que tu as cette donnée, celle-là, elle va passer dans l'autre tiers. Mais la possibilité pour utiliser ce tiers aujourd'hui, tu es obligé d'être sur un Azure Data Lake Storage. Tu ne peux pas l'utiliser dans Fabric parce que Fabric, avec leurs shortcuts, etc., utilise le fait de toujours être en hot. Donc, le fait que ta donnée soit toujours accessible. Parce que sinon, par exemple, Christophe posait la question tout à l'heure, est-ce que je peux revenir pour avoir l'état de ma donnée il y a 10 jours, il y a 15 jours, il y a 20 jours? Pour pouvoir faire ça et avoir très peu de coûts, tu es obligé que ta donnée soit hot. Et donc, il y a aussi toutes ces questions qui ne sont pas des questions légères à prendre en compte. Ouais, non, c'est clair. Ça, l'utilisation du produit rend la chose beaucoup plus facile sur certains aspects, mais il y a toujours la complexité derrière du monde data qui est toujours présente. Oui, et c'est d'autres questions. Ça te donne des nouvelles possibilités, puisque notamment cet aspect d'historique, cet aspect en gros d'accès centralisé et unique, ça simplifie à mon avis beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a d'autres questions derrière qui vont se poser et qui doivent être réfléchies de manière assez importante. C'est ça. On va avoir des belles réunions aussi en entreprise. On gagne du temps à un endroit pour gagner du temps sur autre chose. Un peu comme l'aide de Copilot sur certains points. Comme Christophe Adon. Certains trucs, mais sinon... Pas grand-chose. On a tendance à de moins en moins l'utiliser, en fait. C'est ça. Non, c'est plutôt toi qui as tendance de moins en moins à utiliser ton cerveau. Ça, c'est autre chose. Mais Adrien, c'est pareil. Il n'a plus de cerveau non plus. J'en ai jamais eu. Ok, mais je pense qu'on arrive à la fin. Je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est bien. Non, j'en ai pas. Denis, je te laisse dire le mot de la fin. Oui, si on arrive à la fin, on va pouvoir soit demander aux auditeurs de nous soumettre des questions, et donc, comme je le dis à chaque fois, en bas de la vidéo, vous avez les zones de commentaires, sur le site internet, sur devaps.ms, vous avez également tout ça. Donc, n'hésitez pas, venez nous retrouver, venez nous donner vos informations, on les transmettra à Arthur si c'est des questions un peu plus techniques et qu'on ne sait pas répondre. Je pense qu'il se fera un plaisir de pouvoir vous répondre à tout ça aussi. Et n'oubliez pas, venez commenter nos vidéos, vous pouvez nous suivre aussi sur tipeee.com/devaps. Et on se retrouve d'ici 3 à 4 semaines pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, merci Arthur, et à bientôt. Plaisir.